Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Sur le Vif, Linda Chéri avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons de la très belle visite qui nous vient directement de l'île de Saint-Domingue, qui est connue sous le nom d'Haïti. Nous avons avec nous Monsieur Rudolph Desroses qui va nous parler du Renaprot. Alors, Monsieur Desroses, bonsoir. Bonsoir Linda, merci de m'accueillir à cette émission. J'ai entendu beaucoup de bien. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes ici chez vous, comme on vous l'avait dit hors onde. Ici, sur le vif, bien sûr, vous êtes la personne qui est sur le vif et on aimerait en savoir un petit peu plus sur le Renaprot. Qu'est-ce que c'est exactement? Le Renaprot, je vais décliner, c'est le réseau national des promoteurs du tourisme solidaire. C'est une organisation, une association qui a été fondée depuis 2003. Elle a connu certains problèmes, ça s'est arrêté pendant un bout de temps. Et en 2012, on a repris les activités. Moi, j'étais pas là, je suis arrivé en 2012 au Renaprot. Et depuis, on a quand même pas mal avancé dans la promotion de cette forme de tourisme qu'on appelle le tourisme solidaire, qui est un segment du tourisme plus global qu'on appelle le tourisme alternatif. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Quelle est cette philosophie du tourisme solidaire? Le tourisme solidaire est une forme de tourisme où les touristes eux-mêmes peuvent venir non seulement faire du tourisme, mais en participant avec les activités des communautés des communautés qu'ils visitent et apporter leur pierre à la construction de la communauté dans une activité quelconque. Donc ça fait qu'il vient pour visiter. Si quelqu'un vient, paie son billet d'avion, paie son séjour et en plus vient aider, vient apporter son expertise, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être de l'expertise, ça peut être du travail, de la main-d'œuvre, du temps, ça peut être n'importe quelle forme d'apport, mais c'est en cela que le tourisme est solidaire. De votre côté, comment encouragez-vous la participation à ce genre d'initiative? Est-ce que vous y allez plus au niveau local? Allez-vous plus au niveau international? Ou c'est un petit peu un mix des deux? C'est un mix des deux. On encourage dans les deux sens les gens à participer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte haïtien ou tous les pays comme Haïti, il y a des besoins. Et aujourd'hui, même l'Organisation mondiale du tourisme fait la promotion de cette forme de tourisme. Parce que lorsque quelqu'un va, alors moi je dis souvent, faites œuvre qui vaille, tout en profitant d'un séjour, d'une visite agréable, inoubliable. Parce que vous pouvez faire du tourisme de plusieurs manières. Mais lorsque vous vous engagez, vous avez des moments de loisirs et vous pouvez participer à l'émancipation d'une communauté, vous pouvez participer à fabriquer quelque chose de bien, c'est un plus. Okay. Et ça vous reste vraiment comme une fierté. Une fierté personnelle d'avoir participé à ce genre de choses. Mais comment ça se passe du côté, parce qu'on sait que, bon, si on va du côté international, les gens sont différents. Donc, c'est certain qu'il y a certaines personnes, pour eux, faire du tourisme, c'est aller s'allonger sur une chaise longue au bord de la mer, au bord d'une piscine. Il y en a d'autres qui veulent aller faire de la plongée et il y en a d'autres qui veulent vraiment participer à ce type de choses. Et est-ce que du côté haïtien, de la population locale, comment elle réagit par rapport à ça? Est-ce que vous voyez qu'il y a quand même une ouverture d'esprit? Parce qu'on connaît quand même la culture de notre pays d'origine, on sait comment elle est. C'est plus difficile localement. Mais au Renaprot, nous mettons sur pied, en mettant en place des stratégies
qui vont vers les universités, vers les écoles, vers certaines organisations, les organisations paysannes elles-mêmes, les organisations socio-professionnelles, pour communiquer cette idée. Le 15, avant de prendre l'avion le 16, j'étais au Centre culturel Pied-Poudré, devant une quarantaine de jeunes, pour présenter cette idée et les intéresser. Et en sortant de là, ils m'ont dit, on doit se voir, on va organiser une visite. Okay. Donc, on fait ce travail pour intéresser les gens à comprendre. Et souvent, on pense qu'on connaît. Je vais à Marchand-des-Salines ou bien je vais à Jacmel ou je vais au Cap. Bon, c'est en Haïti, je me promène, je fais du tourisme et puis je crois savoir tout. Il y a des gens, je vous jure, à Jacmel qui ont vécu toute leur vie dans la ville de Jacmel qui ne connaissent pas l'histoire. Ah, ça c'est certain. On sait que souvent les gens, ils sont chez eux, mais ils ne regardent pas vraiment ce qui se passe autour d'eux. Donc il faut faire venir ces gens-là. Donc nous faisons la promotion dans ce sens-là, mais aussi à l'international. Vous savez, comme on dit, on n'est jamais prophète chez soi. Et lorsque, par exemple, des gens des organisations internationales qui travaillent en Haïti ou des gens qui viennent de l'étranger choisissent notre produit, les autres qui regardent se disent mais pourquoi ces gens-là ils vont là? Et puis à ce moment-là, ils sont curieux. Et c'est comme, je peux prendre l'exemple de Font-Jean-Noël, qui est un exemple pathétique. Font-Jean-Noël est une région, on va y arriver tout à l'heure sur la route du café, mais c'est une région productrice de café. Et lorsque le label Haitian Blue était en plein essor, M. Al Gore, vice-président des États-Unis, est arrivé à Font-Jean-Noël. Il a dit, je veux aller dans cette communauté. Il a fait une visite à l'association des planteurs de café de Font-Jean-Noël. Il a rencontré M. Molière Toussaint, il a rencontré M. André Télémac, M. Jesper Myrtil, etc., etc. Plus tard, le président René Préval dit, mais c'est mon pays. Si Al Gore pense qu'il faut venir là, moi je dois aller regarder aussi. C'est toujours comme ça, hein? C'est toujours comme ça. Oui, tout à l'heure vous avez parlé un peu des problèmes du tourisme traditionnel. Bon, on parle des grandes chaînes touristiques et tout ça. Pourquoi croyez-vous que des associations, des mouvements comme le RENAPROD sont importants en ce moment en Haïti? Merci pour la question. Les grandes chaînes internationales font du tourisme traditionnel, connu en général sous le label tourisme de masse. Ce sont des enclaves où le touriste il va, on appelle ça du tout inclus. Il dort, il mange, il boit, il se baigne. Toutes les activités sont à l'intérieur. Et les populations avoisinantes ne participent pas des retombées du tourisme. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que ce tourisme en général, cette forme de tourisme en général, a un effet plutôt négatif sur l'environnement, dans la gestion des déchets, dans la gestion des eaux de service, etc. Donc, je ne veux pas dire par opposition, mais par réaction, il y a une forme de tourisme dite alternative sous laquelle on trouve beaucoup d'autres tourismes. On parle aujourd'hui de tourisme solidaire, on parle de tourisme responsable, de tourisme durable, etc. Et donc, la forme de tourisme que nous priorisons est justement là pour rééquilibrer les choses. Donc, elle se donne deux tâches principales. La première, c'est de s'assurer de minimiser l'impact négatif sur l'environnement. Et la deuxième, c'est de s'assurer que les communautés locales participent
aux activités touristiques en tant qu'acteurs et aussi en tant que bénéficiaires des retombées. Alors pour ça, il faut du travail, parce qu'on sait comment ça se passe. Il n'y a pas d'école vraiment, il y a une école hôtelière, mais bon, dans les campagnes, il faut aider les gens, il faut former, et pour qu'ils puissent devenir des acteurs formés, pour qu'on soit aussi compétitif dans la région Caraïbe, pour que le niveau de service soit d'un certain standard, et en même temps, on encourage les artisans, les producteurs, les fermiers à faire leur travail en toute dignité. Le touriste vient, non seulement il y a une proposition touristique, une offre touristique, mais au passage, il y a aussi des articles, il y a de l'argent qui reste dans la communauté. Et c'est en ce sens-là que nous parlons de tourisme durable. Donc, vous croyez que malgré le fait que les grandes chaînes touristiques qui font le tourisme de masse, ils vont quand même engager des gens de la région, ils vont quand même consommer des produits de la région, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je vais vous dire rapidement, les statistiques de 2014 à 2015, il y a d'autres chiffres dont je ne me rappelle pas maintenant, mais on avait vu que lorsque les grandes chaînes viennent et investissent, ce ne sont pas les investissements locaux. De l'argent qui est investi lorsqu'il y a des touristes, il y a 55% de ce montant qui retourne à l'étranger vers les lieux d'investissement, des investisseurs. Dans certains cas, on prend un pays comme les Bahamas par exemple, qui n'a aucune forme de production. Malgré qu'il y a la mer, ils n'arrivent pas à produire 100% de leurs fruits de mer. Ils importent quand même 40% de leurs fruits de mer. Donc, c'est 80% qui retournent. Et ce qui reste, ce sont les emplois, le transport local, un peu d'artisanat. Dans le cas de la République dominicaine, il y a un 25% qui reste à cause de l'agriculture. Ok. Donc, ça veut dire que du côté haïtien, croyez-vous que une des priorités du gouvernement actuel, bon, parce qu'il est quand même nouveau ce gouvernement, ce serait de prioriser l'agriculture de manière à apporter quand même une pierre à ce projet-là. On parle du projet touristique haïtien. En tant que RENAPROT, en tant que membre du RENAPROT, en tant que membre au niveau du comité de coordination, nous faisons le devoir d'attirer l'attention du gouvernement là-dessus. Nous avons eu, il n'y a pas un mois, une réunion, 3 membres de notre comité, incluant moi-même, avons eu une réunion avec la ministre actuelle. Il y a une entité qui s'appelle le Conseil national du tourisme, dont RENAPROT est partie prenante, avec le ministère et l'autre structure qui est plus une structure de gros investissements, qui est l'Association touristique d'Haïti. Et à ce titre, nous attirons l'attention. Nous avons même soumis à la ministre actuelle, à la lumière d'une réflexion faite sur la déclaration de politique générale du Premier ministre et de la feuille de route pour le tourisme. Nous avons fait ces analyses. Nous avons attiré leur attention sur le fait qu'il y avait une lacune à ce niveau-là. Okay. Nous ne voulons donner de leçons à personne, mais nous attirons l'attention et la ministre nous a dit qu'elle prend note, qu'elle comprend, etc. Mais bon, on attend les réactions, on attend les actions concrètes du gouvernement parce que vous savez, les paroles doivent être suivies d'actions. Dans le budget, il n'y a rien qui dise qu'on va orienter une portion de ces fonds vers le développement de cette forme de tourisme. Nous avons des produits. Moi, je fais, à titre personnel, en tant que membre du RENAPROT, j'anime la route du café comme un produit touristique dont je vais vous parler tout à l'heure, dans le sud-est. D'accord. Nous avons de l'expertise dans l'équipe. Nous sommes en train de travailler sur toute une série de routes comme ça, des produits touristiques, un réseau de produits touristiques. Nous avons identifié la route de l'eau, d'ailleurs a été inaugurée avec Madame Vildouin en 2013. Nous avons identifié
les routes éco-montagnes. Nous avons identifié la route de la canne, la route du riz, la route du sel. Et à Marchand des Salines, là, on est en train de travailler. J'ai eu une réunion le 12 avant d'arriver ici avec notre membre à Marchand des Salines sur la route des forts. Ok. Donc, c'est tout un ensemble d'activités touristiques, de produits touristiques qui peuvent être développés, qui vont inclure, ce sont des activités qui vont inclure les gens des communautés. Il faut les accompagner, leur donner la formation et faire venir les gens là. Pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans cette communauté. Avant qu'on prenne une pause, j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi ressemble le membre du RENAPROD. Qui est-il, ce membre du RENAPROD? Comment devient-il membre de cette association, de ce mouvement? D'abord, il faut, comme je vous ai dit tantôt, il faut qu'il soit un opérateur du secteur touristique, soit en tant que guide, soit en tant que transporteur touristique, soit en tant qu'hôtelier, soit en tant que restaurateur, ou comme pratiquant une discipline socio-professionnelle liée au tourisme. Par exemple, on a un avocat qui est membre de notre Particulier. Il est membre à titre personnel, mais qu'est-ce qu'il sait faire? Lui, il a une spécialisation en gestion de conflits. Il a une spécialisation en économie. Et vous savez, l'un des problèmes auxquels nous faisons face, c'est le problème foncier. Oui. Au niveau du tourisme aussi. Donc voilà, et dès que on vous soumet les statuts, vous les lisez, vous adhérez, vous répondez aux critères, vous signez pour confirmer votre volonté de suivre ces critères. On a aussi un code d'éthique auquel vous adhérez. Et à ce moment-là, le comité fait une première analyse de votre candidature. Et si elle la juge acceptable, vous avez un accord préalable et à la prochaine assemblée générale, votre candidature est entérinée par l'assemblée elle-même et à ce moment-là, vous devenez membre à part entière. Et là, vous participez activement aux activités. Aux activités, vous recevez les informations et vous faites partie de notre réseau interne, donc vous recevez toutes les informations relatives aux activités touristiques. Si vous avez une activité, et dans la mesure de nos moyens, nous supportons votre activité en tant que membre. Et alors, ce que nous disons pour le moment, le RENAPROD a besoin de ressources, a besoin de fonds. Il y a un apport que nous faisons aux membres, mais aussi nous expliquons aux membres que nous sommes un espace en construction. Le membre doit construire aussi son propre espace. Okay, donc il doit contribuer à la mise en place tout réseau, pour avoir de la force, doit pouvoir compter sur une certaine symbiose, une certaine harmonie au niveau des membres, un apport spécifique où nous mettons ensemble nos ressources pour valider et faire valoir nos idées. Dans la première partie de notre émission, nous avons parlé en long et en large du RENAPROD. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait et quelle est la mission de cette association, de ce mouvement. Monsieur Desroses, vous êtes ici au Québec pour un événement particulier et nous aimerions que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est exactement. Alors, il y a eu... on a des amis au Québec. Et elles ont identifié pour nous le rendez-vous des villes francophones et francophiles d'Amérique qui se déroulait à Québec et dans la ville de Québec. Et il y a eu... C'est un événement qui s'adresse aux municipalités plus particulièrement, mais aussi aux acteurs touristiques. D'accord. Donc,
Et il y a eu pour le réseau, pour consolider le réseau, on a pensé que le tourisme pouvait être un moteur. Et dans ce cadre-là, on a aussi beaucoup insisté sur le tourisme durable. Parce que ce n'est pas seulement le Québec, les États-Unis qui sont dans les Amériques, il y a aussi d'autres pays francophones, entre autres Haïti, et que nous avons eu l'honneur de représenter à un des ateliers. Nous avons été invités à présenter une expérience, une activité de tourisme durable sur le terrain, une activité concrète, et nous avons eu l'opportunité de présenter la route du café. Ok, parlez-nous un peu, parce que moi j'adore le café, donc ça m'intéresse définitivement. Alors, la route du café, c'est une histoire très longue, on prendrait plusieurs émissions. Ok. Mais bon, on va tenter de partager avec votre public, le public de Sur le Vif, les moments clés, comment ça se passe, quelles sont aussi les raisons et comment est-ce que la route du café est une activité de tourisme durable, de tourisme responsable. Donc, d'abord, nous avons dû identifier dans la communauté de Fond-Jean-Noël où elle se déroule. Nous sommes à 1h15 et 45 km de la ville de Jacmel, dans les hauteurs de Marigot, 4e section communale qui s'appelle Fond-Jean-Noël. Et à 800 mètres, on commence à 800 mètres d'altitude. Donc, le touriste arrive, il est accueilli par les gens qui ont été formés pour l'accueil, qui sont des jeunes et membres de l'association des planteurs de café de Fond-Jean-Noël, qui est une association qui existe depuis 1994. Donc, ce sont les locaux de l'association qui abritent et qui reçoivent les touristes. Les jeunes les accueillent. On fait un topo avec le touriste pour lui parler de la communauté, pour parler du café, des liens de la communauté avec le café, comment ça se passait. Et ensuite, lorsque tout ça est dit, le touriste est invité à faire un circuit, un parcours. Le parcours commence au germoir. Les germoirs, ce sont des plates-bandes, c'est là où on fait le choix des semences pour mettre le grain en terre, le voir pousser. Un mois plus tard, il est sorti de terre. Lorsqu'il est prêt, on va dans la pépinière. Donc, dans la pépinière, le café est soigné, il y a des fertilisants. Et donc, le touriste apprend tout ça. Okay. Il apprend comment ça se fait, quel est le chemin processus. Oui, c'est ça, avant que ça soit rendu dans la tasse. Avant que ça soit rendu dans la tasse. Et c'est toujours des moments agréables. Et ensuite, nous partons sur le chemin joli. Le chemin joli, c'est une appellation parce qu'on fait un parcours à l'intérieur de terrains, de parcelles qui dans le temps étaient super boisés de café. Okay. Aujourd'hui, c'est clairsemé. Les guides souvent disent aux touristes, vous voyez ici, il fallait une lampe de poche autrefois, même à midi, pour trouver votre chemin. Tellement c'était boisé, aujourd'hui, il n'y a plus de café. Et dans le cadre de cette initiative, nous sommes en train de travailler avec les 35 familles qui sont le long du parcours, okay, pour remettre du café. Donc okay, là, on a déjà 4 rangées de café qui sont plantées de chaque côté. Et la route elle-même est bordée d'hibiscus, qui est la fleur, l'emblème d'Haïti. L'emblème d'Haïti, mais aussi l'emblème de Fond-Jean-Noël. C'est ce qui a comme fleur la plus répandue là-haut, bien avant même que le ministre Vildouin avait choisi l'hibiscus comme fleur. Okay. Et chemin joli faisant, sur le parcours, on a une pause noix de coco. On dit au bon petit coco, il est toujours bien content parce que pas qu'on est coco, il n'y a pas de levé, donc là, il est toujours content. Oui. Après ça, nous continuons le chemin.
Et puis, on va dans le champ modèle. Okay. Bon, parce que derrière le côté touristique, derrière l'aspect touristique, il y a un aspect production où on a développé des formules entrepreneuriales pour remettre les terres en production. Okay. Et là, le touriste est informé de cette stratégie et il voit ce qui se passe dans le champ modèle. Il pose toutes ces questions auxquelles les techniciens qui sont là répondent. Okay. Et lorsque cette partie-là est terminée, nous nous rendons maintenant chez une famille paysanne où on va faire l'expérience café. L'expérience café, c'est toujours une activité extraordinaire. On va griller, piler, couler le café dans la grève. Okay. Il y a des touristes, des internationaux qui ne savaient pas ce que c'était la grève. Ils apprennent à faire tout ça. Et ce n'est pas les gens qui vont piler, ce sont les touristes eux-mêmes qui vont faire leur propre café okay. jusqu'à le déguster. Et là, on chante, on connaît notre fameuse chanson, on pile le café, on joue d'amaretelle, etc. Ça, c'est chanter, c'est danser. Et puis, il y a d'autres chants qui parfois se mettent de la partie. Et c'est comme une fête de la vie autour du café. C'est toujours une fête. Maman, voyez me café, oh. Arrivé dans fond Jean Noël, avec mes amis, ça m'a dit la caille de m'arriver. Ça m'a dit la caille de m'arriver. Ça m'a dit la caille de m'arriver. Donc ça, c'est une activité typique du Renaprod. Donc, j'imagine que vous en avez d'autres en chantier s'il n'en existe pas déjà en route. Ouais, on a la route de l'eau qui est en route. On a la route des forts à Manchon-des-Salines, sur laquelle on a commencé à travailler. On est en train d'envisager aussi, toujours dans l'Artibonite, la route du riz et la route du sel. Okay. Dans la plaine de Léogane, la route de la canne. Dans la Grande Anse, à Dame-Marie plus particulièrement, la route du cacao. Et il y aura dans le sud, là on est en pourparlers, mais on n'a pas encore démarré même les travaux de mise en place. C'est la route du vétiver. La route du vétiver. Oui, on sait qu'il y en a beaucoup dans le sud. C'est ça. Donc on travaille sur tous ces aspects-là. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent la possibilité de travailler avec les producteurs, de leur permettre de participer aux activités touristiques. Et on va plus loin. Je vais retourner un petit peu sur la route du café parce que c'est ce que je fais chaque jour, donc je connais bien pour expliquer. Il y a des gens dans la communauté qui, autour et avec les producteurs, font de l'artisanat. On fait de la liqueur de café. On veut bientôt faire d'autres articles qui sont des produits dérivés du café. On invite aussi les touristes à adopter une plantule de café. On leur donne un certificat de naissance à la plantule, etc. pour créer un lien. Qu'on comprenne aussi que les investissements qui se font, le café c'est comme un bébé. Il faut qu'il soit nettoyé, il faut qu'il soit nourri. Il faut en prendre soin pour qu'il puisse produire. Vous savez, ces derniers temps, on a enregistré des performances comme 300 livres à l'hectare. Du ridicule pas possible. Okay. Au Costa Rica, on fait 2800 livres à l'hectare. Donc, ça veut dire que si on s'investit, il y a là matière à vraiment développer. Rien que dans le bas sud-est, de Belance à Cap-Rouge, il y a 16 000 hectares à vocation caféière qui ne font rien. Okay. Parce que vraiment, les gens, ils sont prêts, selon vous, lorsque vous leur parlez, lorsque vous les voyez, ils sont prêts à s'investir dans la culture, dans l'élevage. C'est beaucoup de travail. Alors, il faut créer un capital confiance. Parce que là, on rentre dans un problème sociétal. Il y a eu énormément de cassures, il y a énormément de clivages entre les gens des villes et les gens des campagnes, où c'est mon en dehors, etc. On parle de paroles qui parlent dans quel sens. Et à côté, en République dominicaine, lorsque les gens vont à l'intérieur du pays, ils disent « voy à l'intérieur ». Je vais à l'intérieur de mon pays, pas en dehors de mon pays.
Donc il nous faut faire un switch dans notre mental pour porter nos valeurs, croire en nous-mêmes et porter nos valeurs. Vous savez, l'une des luttes que nous faisons au Renaport, c'est aussi ça. Et même si on reçoit des investisseurs, mais il faudrait qu'un certain pourcentage de cet investissement fasse travailler les artisans. Il faut réclamer que dans un hôtel, il y ait au moins un pourcentage de l'ameublement qui soit local, un pourcentage de la décoration qui soit local. Oui. Parce qu'à ce moment-là, il y a un échange, il y a une participation de la communauté. Ça doit servir à la population aussi. Oui, parce que quand on regarde en général, peut-être qu'on est en train de dévier un peu, mais quand on regarde en général, on sait que l'Haïtien consomme beaucoup, mais on a comme l'impression que l'argent qui est dépensé n'est pas un argent qui reste dans la communauté haïtienne d'Haïti. Donc, il va ailleurs. Il est important. C'est pour ça que le tourisme peut être un moteur, un levier pour favoriser que les ressources roulent à l'intérieur et à ce moment-là, ça crée de l'emploi, ça donne une assiette fiscale un peu plus large, ça diminue la pression. Parce qu'au fait, l'idée, c'est de chercher un mieux-être pour tout le monde. Pour tout le monde. Et je prends acte du fait que l'Organisation mondiale du tourisme ait choisi le thème de tourisme durable pour le développement. Et ça dit tout. Donc il faut prendre cette opportunité pour asseoir cette forme de tourisme, inviter aussi les autres qui font le tourisme de masse, les gros investissements, à travailler plus avec les locaux, créer le pont. Je dois dire qu'il y a un petit effort qui se fait dans ce sens-là parce que justement l'OMT met la pression, mais ce n'est pas encore formel, ce n'est pas encore institutionnalisé et ça peut tomber. Et c'est là que ça revient du ressort du gouvernement d'exiger de faire ce genre d'exigence. Oui, parce que sinon c'est comme si l'argent ne fait que passer. Ne fait que passer, on ne le voit pas, il ne reste pas, il ne profite pas à même faire évoluer l'économie locale. Parfait. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau de THM. On est impressionné par le travail, l'idée qui est derrière, parce que de plus en plus, les gens prennent conscience dans le monde à quel point c'est important la durabilité de l'environnement, la durabilité et surtout la promotion du développement dans les communautés. Donc, alors, on vous souhaite la meilleure des chances. Vous êtes ici chez vous, comme on vous a dit déjà. Tenez-nous au courant. Mais avant de partir, il faudrait nous dire, est-ce que vous avez un site internet sur lequel les gens pourraient aller prendre des informations sur le Renaport? Oui, cherchez Renaport sur la page Facebook. On n'a pas de site internet, mais on a une page Facebook qui est animée. Aussi, si vous cherchez Facebook ou ducafé.net, on va trouver les informations. Vous allez trouver les informations. On a aussi d'autres membres. Je vous promets de vous envoyer des informations. Parfait. Et comme ça, vous pouvez les diffuser d'une certaine manière et que votre public puisse avoir accès et voir un peu ce qui se déroule. Et je vais vous prendre au mot, puisque vous dites que je suis chez moi. Il y a une adresse que je voudrais faire, en particulier à la diaspora haïtienne. Le micro est à vous. Je voudrais demander à tous ceux-là qui vivent ici, au Canada, ou aux États-Unis, ou ailleurs, qui regardent cette émission, de penser à Haïti de façon différente. Souvent, nous sommes les propres artisans de notre malheur. Souvent, lorsque les Haïtiens se parlent entre eux ou parlent aux gens, aux Canadiens, aux étrangers par rapport à nous, ce sont eux-mêmes encore dans leur vocable, peut-être même sans se rendre compte ou de façon inconsciente, ils dénigrent le pays. Ils mettent en avant tout ce qu'il y a
de mauvais. C'est vrai que nous avons des problèmes. C'est vrai qu'il y a des comportements indignes, mais le pays en soi n'est pas mauvais. Il y a des hommes, il y a des gouvernements, il y a des problèmes. Mais il y a d'autres personnes dans le pays. Il y a des gens qui font des choses correctes. Il y a des scènes naturelles dans ce pays qui valent la peine d'être mises en valeur. Nous avons une histoire extraordinaire, nous avons une culture extraordinaire, nous avons notre artisanat est fameux, nous avons des artistes internationaux qui ont un rayonnement extraordinaire. Nous avons plein de belles choses. Attelons-nous à les mettre en valeur plutôt qu'à parler de ce qui est laid, de ce qui n'est pas bon. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ça, mais avant de partir, est-ce que vous pourriez peut-être dire à nos téléspectateurs, parce qu'on a vu le nom, on sait que le nom est associé à une autre personne justement qui a eu un impact énorme sur la culture haïtienne. Quel est son lien par rapport à vous? Je vois où vous venez. Oui, on parle d'Ancy Desroses. C'est mon père. Et donc dans la famille, on a une culture de l'excellence, une culture de la beauté. Et c'est ça que nous voulons mettre en valeur. Et aussi, mon projet particulier de la Route du Café, qui est un projet de production et de reboisement durable, et pour la mettre en valeur un petit peu sur mon site internet www.routeducafé.net, j'ai utilisé un peu Ancy Desroses. Il est, après Jacques Roumain dans le gouverneur de la Rosée, la deuxième personne en 1974 a commencé à attirer l'attention avec sa chanson Frédor sur le problème du déboisement et de l'exode rural vers la ville. Alors, mesdames et messieurs, vous avez tout entendu, le message est lancé. On vous invite à au moins regarder les activités du RENAPRODS, à aller voir qu'est-ce que c'est la Route du Café. Et la prochaine fois que vous irez en Haïti, pensez un peu à sortir des villes, aller dans les campagnes parce que c'est là que la vie est créée. Alors, c'était Linda Chéri sur Le Vif, sur THM. À la prochaine.